Je m'appelle Daniel et je suis le frère aîné d'Ethan. J'ai 21 ans aujourd'hui, mais cette histoire a commencé quand j'en avais 10. C'était un après-midi froid de novembre quand ma mère a laissé mon petit frère sur le pas de la porte de notre grand-mère. Il n'avait que 5 ans, tenant un petit sac à dos bleu et portant le même pull dans lequel il dormait. Elle a dit qu'elle reviendrait dans quelques jours. Elle n'est jamais revenue. 11 ans plus tard, tout a changé de nouveau. Ethan, le garçon dont tout le monde disait qu'il ne mènerait jamais une vie normale, a créé un programme informatique qu'il a vendu pour 3,2 millions de dollars. Les journaux l'ont appelé un génie adolescent. Et 2 semaines après, notre mère est revenue, cette fois non pas avec des câlins, mais avec un avocat. Elle disait vouloir s'occuper d'Ethan à nouveau, pour gérer son avenir. Mais nous savions tout ce qu'elle voulait vraiment, son argent. J'ai tout vu, du jour où elle est partie à celui où elle a essayé de revenir. Voici notre histoire, racontée à travers mes yeux. C'était un après-midi gris de novembre. Le ciel semblait lourd, prêt à pleurer à tout moment. La maison de grand-mère sentait toujours le savon et le pain chaud. Le salon était petit, mais rempli de vieilles photos et d'horloges qui faisaient tic-tac. Je me souviens du craquement du plancher quand quelqu'un passait. Ce jour-là, on a frappé à la porte, 3 petits coups rapides. Grand-mère a essuyé ses mains sur son tablier et a ouvert. Ma mère, Rachel, se tenait là. Son visage avait l'air fatigué, son rouge à lèvres à moitié effacé. Elle tenait Ethan par la main. Il n'avait que 5 ans. Il ne levait pas les yeux. Il fixait le sol, se balançant d'avant en arrière, les mains sur les oreilles. Juste pour le week-end, maman, a dit ma mère précipitamment. J'ai besoin d'une petite pause. Il reviendra dimanche. Sa voix tremblait un peu, mais elle n'a pas attendu que grand-mère réponde. Elle a déposé le petit sac à dos d'Ethan près de la porte, a effleuré sa tête d'un baiser dans le vide et s'est retournée. La porte s'est refermée avant que j'aie le temps de lui faire signe. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Le seul son était celui de l'horloge dans la cuisine. Grand-mère est restée là, les mains suspendues, la bouche entr'ouverte. Ethan ne bougeait pas, se balançant toujours, les oreilles couvertes. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pensais juste que maman allait faire des courses ou faire une sieste quelque part. Elle avait dit juste pour le week-end, alors je l'ai cru. Je me répétais qu'elle reviendrait dimanche. Mais quand j'ai regardé grand-mère, j'ai vu ses yeux humides, sa respiration changer. Elle n'a rien dit. C'est à ce moment-là que j'ai senti, pour la première fois de ma vie, quelque chose de lourd et d'étrange, comme un avertissement que je ne pouvais pas nommer. C'est la première fois que j'ai su que quelque chose n'allait pas du tout. Cette nuit-là, je ne savais pas quoi ressentir. J'avais 10 ans, assez grand pour comprendre que quelque chose clochait, trop jeune pour savoir quoi faire. Une partie de moi était jalouse, grand-mère ne quittait pas Ethan des yeux. Chaque geste, chaque son, elle le regardait comme s'il était en verre. Et moi, j'étais invisible. Une autre partie de moi avait peur. La façon dont Ethan agissait n'était comme aucun enfant que j'avais connu. Il ne regardait pas les gens. Il ne répondait pas quand je lui parlais. Quand le radiateur se mettait à chauffer ou que l'horloge faisait trop de bruit, il se bouchait les oreilles et se balançait sans arrêt. Je me souviens avoir pensé, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il ne parle pas? Pourquoi il ne s'arrête pas? Je ne connaissais pas encore les mots autisme ou surcharge sensorielle. Pour moi, il avait juste l'air difficile ou gâté. Plus tard, je me détesterais d'avoir pensé ça. Mais cette nuit-là, assis sur le bord de mon lit, écoutant son petit bourdonnement à travers le mur, je n'avais qu'une pensée, maman nous a laissés. Et maintenant, tout est brisé. Cette première nuit fut la plus longue de ma vie. Grand-mère a essayé de nourrir Ethan. Elle a fait des nuggets de poulet parce que maman avait dit que c'était ce qu'il aimait. Il a regardé l'assiette puis a détourné la tête. Elle a essayé les pâtes, puis un sandwich. Il a tout repoussé de la main, sans un mot, se balançant à table, émettant un bourdonnement doux, régulier, presque mécanique. Grand-mère murmurait, « Ça va, mon ange, tu es en sécurité ici. » Mais il ne la regardait pas. Je suis resté sur les escaliers, ne sachant pas si je devais aider ou me taire. L'odeur de la nourriture s'est refroidie. L'horloge continuait à battre. Le bourdonnement ne cessait pas. Quand l'heure du coucher est venue, grand-mère l'a bordé dans la chambre d'amis. 5 minutes plus tard, il a hurlé, un cri aigu, interminable,
jusqu'à ce qu'elle laisse la lumière allumée et s'assoie devant la porte. Je suis resté éveillé, moi aussi, écoutant depuis ma chambre. Ce son bourdonnement, ses murmures à elle, les craquements de la vieille maison. Personne n'a dormi cette nuit-là. Ni lui, ni elle, ni moi. C'était le début de tout ce qui a suivi. Cette nuit-là, je me suis dit, maman reviendra. J'avais tort. Elle n'est jamais revenue. Pas une seule fois en 11 ans. Les premiers jours, grand-mère appelait maman chaque matin, chaque soir. Le même message encore et encore, Rachel, rappelle-moi s'il te plaît. Je dois savoir ce qu'il mange. Il ne dort pas. Il pleure quand j'allume la lumière. Je ne sais pas quoi faire. Mais maman n'a jamais répondu. Pas une fois. Je restais à la table de la cuisine, feignant de faire mes devoirs pendant que grand-mère laissait message après message sur le vieux téléphone fixe. Sa voix, d'abord ferme, s'adoucissait chaque jour jusqu'à se briser. Une nuit, je l'ai entendu murmurer, « Je ne t'abandonnerai pas, Rachel. Je ne suis pas comme toi. » Puis, après un long silence, « Je ne l'abandonnerai pas non plus. » Je me souviens de son dos, éclairé par la lumière de la cuisine, son ombre allongée sur le mur. Je ne savais pas si elle parlait à ma mère ou à elle-même. C'est cette nuit-là que j'ai compris que maman ne reviendrait pas. Le téléphone a cessé de sonner après ça. Grand-mère a cessé de laisser des messages. Elle s'est simplement mise à faire le travail, le nourrir, le calmer, apprendre à vivre avec le silence. Une semaine plus tard, elle a décidé d'emmener Ethan chez le médecin. La clinique sentait le désinfectant et le café. Ethan était assis par terre, alignant des petites voitures, pendant que grand-mère remplissait des papiers. Quand l'infirmière a appelé son nom, il n'a pas levé la tête. Grand-mère a dû le soulever par les épaules et le guider dans la salle. Le médecin, gentil mais fatigué, aux cheveux gris et au regard doux, l'a observé taper du doigt sur la chaise, en fredonnant doucement. Au bout d'un moment, il s'est tourné vers grand-mère, « Votre petit-fils est autiste », a-t-il dit doucement. C'était la première fois que j'entendais ce mot. Il sonnait lourd, comme quelque chose qu'on ne pouvait pas réparer. Les mains de grand-mère se sont crispées sur son sac. Est-ce qu'il pourra apprendre? Est-ce qu'il pourra vivre normalement? Le médecin a soupiré, puis hoché lentement la tête, il pourra apprendre, mais le monde ne sera jamais normal pour lui. Ces mots sont restés gravés en moi. Je ne les comprenais pas encore, mais des années plus tard, chaque fois que je voyais Ethan lutter pour s'intégrer dans un monde qui ne voulait pas le comprendre, je revoyais exactement comment le médecin les avait prononcés. Après le diagnostic, tout dans la maison a changé. Grand-mère a instauré des routines silencieuses comme une horloge. Le petit déjeuner était toujours le même, œufs brouillés et toast coupés en diagonale, sans jamais se toucher dans l'assiette. Si une miette du pain touchait les œufs, Ethan refusait de manger. Au début, je pensais que grand-mère était trop indulgente, mais elle ne se disputait jamais avec lui. Elle refaisait simplement l'assiette. Quand on sortait, elle prenait toujours le même trajet, rue Maple, devant la poste, puis à gauche à la boulangerie. Jamais un autre détour. Un matin, des travaux nous ont forcés à changer de route. Ethan a hurlé si fort que grand-mère a dû s'arrêter sur le bas-côté jusqu'à ce qu'il se calme. Après cela, elle vérifiait la route chaque jour avant de conduire. Elle a aussi cessé d'essayer de le serrer dans ses bras. Elle m'a dit, on attend qu'il vienne vers nous. Parfois, cela prenait des heures, parfois des jours. Mais quand Ethan posait enfin sa main sur la sienne, même une seconde, tout le visage de grand-mère s'illuminait. À l'époque, je ne comprenais rien à tout ça. Je pensais qu'elle le gâtait. Maintenant, je sais qu'elle ne le gâtait pas du tout. Elle le sauvait d'un monde trop bruyant, trop rapide et trop cruel pour le comprendre. La veille de Noël est arrivée, parfumée de sucre et de beurre. Grand-mère était dans la cuisine, préparant des biscuits comme toujours. Je faisais un puzzle à la table. Ethan, dans un coin, regardait les lumières du petit sapin clignoter en rythme, rouge, vert, rouge, vert. Le téléphone a sonné. Les mains de grand-mère se sont figées sur le rouleau à pâtisserie. Je me souviens de la rapidité avec laquelle elle les a essuyés sur son tablier avant de décrocher. Rachel. Sa voix s'est brisée. Chérie, s'il te plaît. Quand viens-tu le chercher? Je n'ai pas entendu la réponse, mais j'ai vu le visage de grand-mère changer. Ses épaules se sont tendues, puis affaissées. Elle a murmuré, non, ne dis pas ça. S'il te plaît, ne dis pas ça. Puis,
le silence. Enfin, sa voix à nouveau, douce, tremblante, « Tu ne reviendras pas. » Je n'ai pas entendu la réponse, mais je n'en avais pas besoin. Sa main a glissé du téléphone. Les biscuits dans le four ont commencé à fumer. Elle ne bougea pas. Elle resta simplement là, fixant le vide. Puis elle s'est effondrée sur le sol, l'odeur du sucre brûlé emplissant l'air. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue pleurer. Pas de petites larmes discrètes, mais un sanglot profond, celui qui brise une personne. Je restais figé dans l'embrasure de la porte. Grand-mère ne pleurait jamais devant personne. Cette nuit-là, elle ne pouvait plus s'arrêter. Et puis Ethan est apparu. Il n'a rien dit. Il s'est approché, tenant son gobelet en plastique jaune, le même que grand-mère lui avait donné le premier jour où il était venu. Il l'a posé doucement sur le sol à côté d'elle, puis il est retourné au salon. Grand-mère a regardé le gobelet longtemps. Les larmes se sont arrêtées. Ce fut la première fois qu'Ethan lui parla sans mots. Et ce qu'il dit était clair, « Je te vois. Je sais que tu es fatigué. Je te choisis. » Cette nuit-là a tout changé. Jusqu'alors, j'étais en colère contre Ethan, en colère parce qu'il prenait tout le temps de grand-mère, en colère parce que maman était partie à cause de lui. Mais en le voyant entrer dans cette cuisine enfumée, tenant ce petit gobelet jaune comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Il n'a rien réparé. Il n'a même pas parlé. Mais d'une certaine façon, il a compris ce dont grand-mère avait besoin, mieux que moi. Ce soir-là, j'ai cessé d'être fâché contre lui. Ce soir-là, j'ai commencé à en vouloir à notre mère, parce qu'elle avait abandonné la seule personne qui ne l'avait jamais abandonné. À partir de ce réveillon-là, Ethan n'était plus seulement l'enfant autiste dont grand-mère s'occupait. La vie a peu à peu trouvé son rythme. Pas celui des autres familles, mais un rythme qui fonctionnait pour nous. Chaque matin, le petit déjeuner était exactement le même, œufs brouillés, pain grillé coupé en diagonale, le gobelet jaune posé à droite de l'assiette d'Ethan. Toujours du côté droit. Si par erreur, grand-mère ou moi le mettions à gauche, Ethan se figeait, portait les mains à ses oreilles et commençait à se balancer jusqu'à ce que grand-mère replace calmement le gobelet. Alors, comme si de rien n'était, il recommençait à manger. Nous partions pour l'école à 7h45 précise, toujours le même trajet par Maple Street, à gauche sur Grove, devant la boulangerie dont l'odeur de pain nous suivait pendant un pâté de maison. Si la circulation nous forçait à tourner plus tôt, Ethan paniquait. Grand-mère s'arrêtait, respirait avec lui jusqu'à ce qu'il se calme, puis elle faisait demi-tour pour reprendre le chemin habituel, quitte à être en retard. Le soir, les lumières s'éteignaient à 9h. Sans exception. La maison devenait silencieuse, à part le bourdonnement du réfrigérateur et le léger fredonnement d'Ethan depuis sa chambre. À l'époque, je pensais que notre vie était trop petite, comme enfermée dans un emploi du temps immuable. Maintenant, je sais que j'avais tort. Cette routine n'était pas une cage. C'était le langage qu'Ethan utilisait pour se sentir en sécurité dans un monde qui ne cessait de changer. À 6 ans, Ethan avait fait de l'observation un article. Il ne jouait pas simplement avec des petites voitures, il les alignait en rangées parfaites sur le sol du salon. Au début, je croyais que c'était au hasard, mais en regardant de plus près, j'ai vu que non, pas par couleur, mais par nuances rouge, rouge orangé, orange, puis jaune. Le dégradé était si précis qu'on aurait dit un arc-en-ciel de métal et de plastique. À 7 ans, il commença à remplir de petits cahiers de marques minuscules, de cercles, de barres, de traits étranges qui ressemblaient à un code secret. Grand-mère pensait qu'il gribouillait. Le thérapeute dit, il organise son monde. À 8 ans, ces marques devinrent des mots, œufs, pain grillé, maison. Puis des phrases, œufs au petit déjeuner, grand-mère a conduit sur la même route, Daniel silencieux. À 9 ans, les cahiers étaient devenus des journaux, non pas des journaux intimes avec des émotions, mais des registres. 7h15 petit déjeuner plus pain grillé, conduit à l'école 8h35, maîtresse a dit bon travail. Il n'écrivait pas ce qu'il ressentait, mais ce qui s'était passé. Je pensais qu'il était étrange de faire cela. Mais maintenant, je comprends. Ethan ne gardait pas des souvenirs. Il construisait des preuves. La preuve que le monde existait exactement comme il le voyait. La preuve que personne ne pourrait jamais déformer sa vérité. Cela arriva un matin calme, quand Ethan avait 8 ans. La cuisine sentait les œufs et le pain grillé, comme toujours. Il était assis à la table avec son gobelet jaune et son petit cahier bleu ouvert à côté de lui, écrivant en mangeant. Puis,
Sans lever les yeux, il demanda « Pourquoi maman est partie ?» Le son de sa voix nous glaça, grand-mère et moi. Il n'avait pas prononcé une phrase complète depuis des mois. La main de grand-mère trembla légèrement en posant la spatule. Pendant un long moment, elle ne répondit pas. Puis elle prit une lente inspiration et dit doucement, elle a dit qu'elle n'en pouvait plus. C'est tout. Pas d'excuses, pas de mensonges réconfortants. Juste la vérité. Ethan ne pleura pas. Il ne cria pas. Il ne la regarda même pas. Il hocha simplement la tête, tourna une page de son cahier et écrivit quelque chose. Puis il recommença à manger. Je me souviens m'être senti confus, presque en colère. Comment pouvait-il ne pas réagir? Est-ce qu'il ne s'en souciait pas? Mais plus tard, j'ai compris qu'il avait réagi. Écrire, c'était sa manière d'accepter. Ce matin-là m'a appris quelque chose que je n'ai jamais oublié, pour Ethan, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, valait mieux qu'une gentillesse fondée sur le mensonge. Ce fut la première fois que je compris que l'honnêteté ne guérit pas toujours vite, mais qu'elle guérit juste. Quand Ethan eut 9 ans, tout faillit s'effondrer à nouveau. Il était en 4e, bon en lecture et en maths. Mais un après-midi, son enseignante appela grand-mère, il faut qu'on parle du comportement d'Ethan. À la réunion, la directrice parla prudemment, comme quelqu'un qui pèse chaque mot pour un rapport, Ethan ne participe pas aux activités de groupe. Il évite le contact visuel. Il se bouche les oreilles pendant la musique. Cela met l'enseignante mal à l'aise. Nous pensons qu'il serait mieux dans une classe spécialisée. Les mains de grand-mère tremblaient, mais sa voix, non. Ce n'est pas un problème. Il est juste différent. Madame Cooper, la directrice, répondit doucement, nous pensons que ce serait mieux pour tout le monde. Grand-mère redressa le dos. Je ne l'avais jamais vue aussi grande. On ne déplace pas un enfant parce qu'il vous met mal à l'aise, dit-elle. La loi dit qu'il a droit à l'environnement le moins restrictif possible. Vous ne l'enfermez pas juste parce qu'il ne correspond pas à votre version de la normalité. Sa voix monta. Je pouvais l'entendre depuis le couloir où j'attendais. La secrétaire cessa de taper. Le bureau devint silencieux. La réunion dura plus de 2 heures. Quand grand-mère sortit, elle avait l'air épuisée mais fière. Elle tenait dans les bras une pile épaisse de papiers, rapports, évaluations, notes de la réunion. Ce soir-là, après le dîner, elle les étala sur la table de la cuisine. Je la regardais depuis le canapé, les classant dans un classeur, dossiers médicaux, comptes rendus de thérapie, rapports scolaires, incidents. Ses mains bougeaient lentement mais sûrement. Elle ajoutait des onglets, des étiquettes, des dates. Je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais qu'elle était simplement organisée, comme toutes les institutrices. Mais maintenant, je sais ce que je regardais vraiment. Ce soir-là, elle ne construisait pas un classeur, elle forgeait un bouclier, un dossier légal retraçant chaque pas, chaque combat, chaque vérité de la vie d'Ethan. Il faudrait des années avant que quiconque réalise à quel point ce classeur serait puissant. Mais grand-mère le savait déjà. Elle se préparait à une guerre qu'elle ne savait pas encore devoir mener. Quelques mois après cette réunion, grand-mère était de nouveau à la table de la cuisine, triant des papiers pour son gros classeur. Elle faisait cela chaque semaine, classant les nouveaux rapports de thérapie, les bulletins de l'école, les notes de séance. Ethan, maintenant âgé de 10 ans, se tenait à côté d'elle, la regardant calmement. Il n'interrompit pas. Il observait simplement. Puis, après quelques minutes, il avança la main et déplaça doucement un dossier. Trilé par date, dit-il doucement. Puis par type. La thérapie doit être séparée de l'école. Grand-mère resta un instant figée, surprise. Que as-tu dit? Ethan montra du doigt, calme et précis. Date d'abord, puis type. Elle sourit, pas un grand sourire, mais un de ceux qui atteignent les yeux. Elle lui tendit quelques feuilles. Montre-moi. Il le fit. Ses mains bougeaient vite et avec assurance, créant un système plus logique que le sien. Chaque dossier menait au suivant, chaque note devenait facile à trouver. Je le regardais organiser ce classeur comme s'il avait fait cela toute sa vie. Les enseignants qui disaient qu'il ne pouvait pas s'adapter ou qu'il n'avait pas sa place n'auraient jamais compris ce que je voyais, un enfant qui ne supportait ni le bruit ni la foule, mais qui construisait de l'ordre à partir du chaos. Il n'échouait pas à s'intégrer. Il créait un monde dans lequel il pouvait exister. Ce soir-là,
j'ai enfin compris quelque chose, grand-mère ne faisait pas qu'élever Ethan. Elle le défendait contre un monde qui ne savait pas encore comment le voir. Et sans même s'en rendre compte, Ethan apprenait à se défendre. Elle lui enseignait à survivre. Il s'apprenait à lui-même à prouver la vérité. Et aucun d'eux ne savait encore qu'un jour, ses compétences allaient leur sauver la vie à tous les deux. À 12 ans, Ethan découvrit un vieil ordinateur portable dans le placard de sa grand-mère, un de ces lourds modèles argentés qui mettaient 10 minutes à démarrer. La plupart des enfants l'auraient utilisé pour jouer. Pas lui. Il passait des heures assis à la table de la cuisine, les yeux rivés à l'écran, tapant des symboles qui ressemblaient à une autre langue secrète. Au début, je pensais qu'il copiait quelque chose d'Internet. Un jour, je lui ai demandé ce qu'il faisait. « J'apprends Python », répondit-il sans lever les yeux. J'ai ri. « Pourquoi ? Tu n'aimes même pas les maths. » Il a marqué une longue pause avant de dire quelque chose que je n'ai jamais oublié, je n'aime pas quand les gens mentent et le nient ensuite. Je veux trouver un moyen de prouver qui dit la vérité. C'était tout. Pas de colère, pas d'émotion, juste de la logique, pure et tranchante. Il commença petit, un programme pour noter quand le four de grand-mère brûlait les biscuits, un autre pour organiser automatiquement son classeur. Puis il passa à plus grand, un code capable d'analyser des mots et de repérer les contradictions. Pendant que les autres enfants jouaient au basket ou allaient à des fêtes, Ethan restait 8 heures par jour à fixer des lignes de code. Grand-mère appelait ça « son monde ». Moi, j'appelais ça une obsession. Aujourd'hui, je sais que c'était autre chose. Il ne fuyait pas la réalité, il en construisait une nouvelle, où la vérité pouvait enfin triompher. À 13 ans, le bruit de l'imprimante et du scanner devint la bande sonore de notre quotidien. Chaque après-midi, on entendait le cliquetillant des pages qui défilaient. Il scannait tout, notes de thérapie, lettres d'école, rendez-vous médicaux, tickets de course, factures téléphoniques. Rien n'y échappait. Je l'ai vu une fois scanner un reçu froissé pour des œufs et du pain. Pourquoi celui-là, ai-je demandé. Il n'a pas levé la tête. Parce qu'il fait partie du schéma. Je pensais que c'était une autre de ses manies. Il passait des heures à classer les fichiers par date, type et catégorie. Les dossiers de son ordinateur ressemblaient à une base de données militaire, médicale, éducation, thérapie, dépenses, appel à maman pas de réponse. Il enregistrait même les moments où grand-mère tentait d'appeler ma mère, chaque tentative, chaque message vocal, chaque minute notée avec une précision parfaite. Ça ne finira jamais, lui ai-je demandé un jour. Il a secoué la tête. Ce n'est pas une question de faim. C'est une question de ne pas perdre. À l'époque, je ne comprenais pas. Je croyais qu'il s'enlisait dans des détails inutiles. Mais des années plus tard, assis dans une salle d'audience, j'ai compris, ce n'était pas de l'obsession, c'était de la protection. Ethan ne collectionnait pas des données, il bâtissait un dossier que personne ne pourrait jamais effacer, une vérité numérique qui finirait par nous défendre tous. À 14 ans, il abandonna les petits outils pour construire quelque chose de sérieux, un programme capable de détecter si un document avait été modifié. Il lui apprit à lire l'historique d'un fichier, sa création, sa dernière sauvegarde, et même les moindres changements dans le texte. Il ajouta une fonction pour comparer les signatures selon la forme des lettres, leur inclinaison, leur espacement, la pression des traits. Il appela ces modules « vérification de signature »,« vérification d'horodatage »,« vérification d'édition ». Une nuit, il me fit une démonstration. Il ouvrit une simple lettre, modifia un mot sous mes yeux, lança le programme et une alerte rouge apparut, intégrité modifiée échec. En dessous, s'affichait, fichier créé en mars 2011, dernière modification, il y a 2 jours, correspondance de signature, faible. J'ai ri, pensant que c'était un jouet. Avec ça, les menteurs sont finis, ai-je plaisanté. Ethan n'a pas souri. Il a simplement dit, oui. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai eu peur. Pas de son pouvoir, mais de la façon dont il savait l'utiliser. Le garçon qui autrefois se bouchait les oreilles au bruit d'un balai pouvait désormais prouver un mensonge sur un écran. Dès ce jour, son travail changea, il ne s'agissait plus de listes et de cahiers, mais de créer une machine capable de maintenir la vérité immobile quand les voix tentaient de la déplacer. Il travaillait des heures durant, patient, silencieux, comme quelqu'un qui forge une clé pour une porte verrouillée. À 16 ans, tout bascula encore non pas à cause d'un drame, mais d'un miracle. Il vendit son logiciel, non à une école ni à une entreprise locale,
mais à une véritable société de cybersécurité spécialisée dans la protection des documents et la détection de fraude. Le montant final me semblait irréel. 3,2 millions de dollars, dit grand-mère en lisant l'email. Je crus qu'elle s'était trompée. 320 000, demandai-je. Elle secoua la tête. Non, Daniel. 3 millions. Les journalistes affluèrent. Les infos locales titrèrent « Un adolescent autiste crée un logiciel révolutionnaire de sécurité ». Ils le filmèrent assis à son bureau, les mains jointes, les yeux mi-clos sous les projecteurs. On l'appelait un génie. Les entreprises demandaient des entretiens. Notre petite maison débordait de lettres, d'offres, de bruit, le genre de bruit qu'Ethan détestait le plus. Mais il ne paraissait pas heureux. Pas de sourire, pas de fête, rien d'acheté. Juste un calme étrange, presque détaché. Quand je lui ai demandé ce qu'il ressentait, il a dit « Ce n'est pas fini ». Je pensais qu'il parlait du programme. Aujourd'hui, je sais qu'il parlait d'autre chose, de ce qui allait venir, car 2 semaines plus tard, la sonnette retentit. Grand-mère essuya ses mains sur son tablier et alla ouvrir. Devant la porte se tenait ma mère. Elle n'était pas revenue par amour, mais avec un avocat. Ce fut un après-midi clair, tranquille, presque paisible. Une seule sonnerie, brève et assurée. Grand-mère sourit faiblement, c'est peut-être le facteur. Mais quand elle ouvrit, son visage se figea. Ma mère se tenait là. 11 ans avaient passé, mais je l'ai reconnue tout de suite, cheveux impeccables, veste crème, montre dorée, ongles polis. À côté d'elle, un homme en costume, attaché caisse à la main, le genre d'homme qui ne sourit que quand il facture. « Bonjour, maman, dit-elle d'un ton lisse, presque répété. Je suis venue parler d'Ethan, de son avenir. Elle ne dit pas, pardon. Elle ne dit pas, tu m'as manqué. Juste, son avenir. Et tout le monde dans cette petite maison savait ce que, avenir, signifiait désormais, 3,2 millions. Grand-mère resta muette un long moment, agrippant l'encadrement de la porte pour ne pas vaciller. Je me tenais derrière elle, observant ces 2 femmes face à face pour la première fois depuis plus d'1 décennie. Pas de larmes, pas d'étreinte, juste un mur de silence, lourd et électrique. Dans ce silence, j'ai vu le cœur de grand-mère se briser à nouveau. Et j'ai compris quelque chose de glacial, notre mère n'était pas revenue pour réparer, mais pour réclamer ce qu'elle croyait lui appartenir. L'avocat ouvrit sa mallette et posa une pile de documents bien ordonnés sur la table de la cuisine. Il parla d'un ton calme, comme si tout cela était banal. Voici des preuves que Madame Rachel Cooper a continué de subvenir aux besoins de son fils à distance, dit-il. Vous trouverez des reçus de virement mensuels, des notes de visite prévues et des déclarations d'intention. Les papiers semblaient parfaits, nom, date, tampons officiels. Mais je savais que chaque mot était un mensonge. Ma mère n'avait jamais envoyé d'argent, jamais appelé, jamais écrit un seul mot pour l'anniversaire d'Ethan. J'avais envie de frapper la table, de crier que la vérité vivait ici, pas sur ces feuilles. Mais l'avocat resta calme, et la vérité, elle, resta muette. Il expliqua que légalement, Madame Cooper n'avait jamais perdu ses droits parentaux et que Madame Vivien Cooper n'avait jamais demandé la tutelle officielle. Ce jour-là, j'ai compris combien l'amour est impuissant dans une salle de tribunal. Pendant 11 ans, grand-mère avait tout donné pour Ethan. Mais l'amour, ça ne compte pas comme preuve. Aux yeux de la loi, ma mère avait un titre, et grand-mère, qui avait tout fait, n'avait que des souvenirs. Le lendemain, grand-mère appela sa propre avocate. Elle s'appelait Linda, la quarantaine, regard vif, pas de bavardage. Elle vint avec une pile de dossiers et une voix ferme. Après avoir tout écouté, elle dit « Voici la vérité, si nous ne pouvons pas prouver que les documents de votre fille sont falsifiés, nous perdrons. Elle a toujours ses droits parentaux, ce qui signifie qu'elle pourrait contrôler les finances d'Ethan jusqu'à ses 18 ans. » Le silence tomba. Grand-mère ne pleura pas. Elle hocha lentement la tête, mais son visage changea comme si le temps venait soudain de la rattraper. La femme qui avait tenu tête à chaque professeur, à chaque médecin, à tout un système, paraissait soudain plus petite. Je la regardais tourner son alliance, et pour la première fois, j'ai ressenti une peur véritable. Ce n'était pas la peur de perdre l'argent qui ne comptait pas, mais la peur de perdre Ethan. Pas physiquement, pas au profit d'une autre maison, mais de le perdre sous son contrôle à elle, à ses choix, à ses mensonges. L'idée que ma mère puisse décider de son avenir après l'avoir abandonné pendant 11 ans me retournait l'estomac.
je croyais que nous avions tout surmonté. Mais à présent, je comprenais que ce combat n'avait plus rien à voir avec l'amour. Il s'agissait de preuves et de savoir si la vérité pouvait résister aux papiers officiels. La veille de l'audience, la maison était silencieuse, à part le froissement des feuilles. Ethan était assis par terre dans le salon, entouré de piles de dossiers, chacun étiqueté, classé par couleur, rempli d'extraits bancaires, de reçus de thérapie, de bulletins scolaires, de relevés téléphoniques montrant chaque appel resté sans réponse à notre mère. Il ne se pressait pas, il ne paniquait pas. Il travaillait. Je l'observais depuis l'embrasure de la porte, cherchant quoi dire. « Tu n'as pas peur ?» ai-je fini par demander. Sans lever les yeux, il a répondu « Je n'aime pas avoir peur. J'aime les données. » Il est resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin, à scanner, vérifier, recouper chaque horodatage, chaque signature. Grand-mère a essayé de le faire dormir, mais il disait seulement « Il faut que ce soit juste. » C'est là que j'ai compris. Pendant 7 ans, j'avais cru qu'Ethan ne faisait que survivre, qu'il vivait dans la routine, les listes, l'ordre. Mais cette nuit-là, j'ai compris la vérité, il ne se contentait pas de vivre, il rassemblait des preuves. Chaque note, chaque reçu, chaque silence, tout menait à ce moment. Le garçon que tout le monde croyait fragile avait patiemment construit le dossier qui allait nous protéger tous. La salle d'audience sentait le vieux bois et le papier. Le juge, impassible mais perçant, siégeait en hauteur. Grand-mère était d'un côté, les mains serrées sur ses genoux. Ma mère était en face, vêtue d'un tailleur crème impeccable, les cheveux soigneusement coiffés, son avocate à ses côtés avec un dossier plein de mensonges. Ethan, assis entre nous deux, calme comme la pierre, son ordinateur fermé devant lui. Quand l'audience a commencé, ma mère a parlé la première, d'une voix douce, chargée d'émotions feintes, « Je n'ai jamais abandonné mon fils », dit-elle. Je l'ai soutenu à distance. J'envoyais de l'argent. J'appelais, mais ma mère ne répondait pas toujours. Je l'ai laissé avec elle parce que je pensais que c'était mieux pour lui. Chaque mot me donnait la nausée. Cela sonnait juste, crédible, si on ne la connaissait pas. Puis ce fut notre tour. Linda, notre avocate, présenta le classeur de grand-mère, années de notes de thérapie, de factures médicales, de formulaires scolaires, de plans de cours. Le juge hocha la tête, « Je vois la preuve que la grand-mère a pris soin de l'enfant, » dit-il lentement, « mais pas que la mère ait renoncé à ses droits parentaux. » Un instant, j'ai cru que nous perdions. Puis le juge regarda Ethan. « Tu veux dire quelque chose, fils ?» Ethan se leva tranquillement, apporta son ordinateur à la barre. Sa voix était ferme. « Oui, votre honneur. J'ai la preuve que les documents de ma mère sont faux. » La salle se figea. L'écran s'alluma. « Laissez-la finir de parler d'abord, s'il vous plaît, » dit-il calmement. Cela m'aide à vérifier les incohérences. Le juge acquiesça. Ethan commença à cliquer. Ces documents prétendent dater de 2014, dit-il, mais les métadonnées montrent qu'ils ont été créés 2 semaines après l'interview télévisée sur mon logiciel. Il cliqua encore. Les signatures ne correspondent pas. Les anciennes montrent une pression naturelle du stylo. Les nouvelles sont tracées. Un autre clic. Aucun relevé téléphonique, aucun dépôt, aucune visite notée dans les dossiers scolaires. En décembre 2013, elle dit avoir assisté à mon anniversaire. Ce jour-là, les registres de thérapie montrent une séance à 14 heures. Le ticket de course montre que grand-mère a acheté des œufs et un gâteau à 15h15. Aucune transaction sur la carte de ma mère. Silence, puis des murmures. Le visage de ma mère pâlit. Son avocate balbutia, ces données pourraient être mal interprétées. Le juge se pencha, assez. Sa voix claqua. Il se tourna vers ma mère, Madame Cooper, vous avez présenté de fausses preuves. La tutelle est par la présente accordée à Madame Vivien Cooper, et votre conduite sera transmise au procureur pour enquête. 10 secondes de silence absolu. Puis Ethan referma son ordinateur, regarda grand-mère et dit simplement, c'est fini. Le coup de marteau du juge résonna comme une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Grand-mère porta ses mains à son visage et pleura. Mais cette fois, ce n'était pas le chagrin brisé d'autrefois. C'était un relâchement, un souffle libéré après 11 ans de silence. Ethan ne sourit pas. Il ne pleura pas non plus. Il cligna lentement des yeux, comme s'il respirait vraiment pour la première fois. Ses épaules s'abaissèrent un peu.
C'était cela, la paix. J'avais envie d'applaudir, de crier que nous avions gagné, mais le silence semblait plus sacré. La vérité avait parlé d'elle-même. Et cela suffisait. En sortant du tribunal, le soleil frappait les marches, chaud et aveuglant. Grand-mère tenait la main d'Ethan, et pour une fois, il ne la retira pas. C'est là que j'ai compris quelque chose que je n'oublierai jamais. Toute ma vie, j'avais vu grand-mère protéger Ethan du monde, de la cruauté, des mensonges. Mais ce jour-là, dans cette salle d'audience, c'est lui qui l'a protégé. Le garçon que tout le monde croyait fragile était devenu son armure. L'enfant qu'elle avait sauvé lui rendait l'appareil non par la colère, mais par la vérité, la précision et la justice tranquille. Ce jour-là, notre famille cessa de survivre. Ce jour-là, nous avons enfin gagné. Après le procès, le calme revint, mais pas celui qui blesse, celui qui se mérite. Ethan signa un accord de non-concurrence avec la société de sécurité qui avait acheté son logiciel, ce qui l'empêchait de créer quoi que ce soit de similaire pendant 5 ans. La plupart auraient pris l'argent et disparu. Pas lui. Il fonda une nouvelle entreprise, spécialisée dans le test de logiciels et la détection d'erreurs. Ce qui la rendait unique, c'étaient ses employés, les 5 premiers étaient comme lui un autiste, un autre avec un TDAH, un qui bégayait tellement qu'il avait cessé de parler en classe. Tous avaient été jugés trop difficiles. Peu à peu, l'ancien salon de grand-mère devint un bureau empli de concentration silencieuse. Le bourdonnement des ordinateurs, le cliquetis doux des claviers, pas de bavardage, pas de bruit. Ethan leur offrait la structure dont il avait eu besoin, horaire fixe, règles simples, clarté totale. Parfois, je venais les voir travailler ensemble, sereins, en rythme. Et là, j'ai compris. Le garçon que l'école appelait un problème payait maintenant des salaires. Celui qu'on disait incapable de coopérer avait bâti une équipe et la faisait prospérer. Il n'avait pas seulement gagné son procès, il avait créé un monde où les gens comme lui pouvaient enfin appartenir. Le tribunal condamna ma mère à 100 heures de travaux d'intérêt général dans un centre pour enfants autistes. Je suis passé la voir des mois plus tard, sans lui parler, juste pour observer. Elle était assise sur une petite chaise, lisant un livre d'images à un garçon qui ne parlait pas. Il tapotait la table du bout des doigts, et au lieu de s'impatienter, elle attendait calmement avant de tourner la page. Un instant, je n'ai plus vu la femme du tribunal, celle aux vêtements impeccables et aux mensonges tranchants. J'ai vu quelqu'un de fatigué, plus petit, peut-être enfin conscient de ce qu'elle avait perdu. Je ne sais pas si je lui pardonne. Peut-être que le pardon n'est pas un instant, mais un processus, un acte honnête à la fois. Ce soir-là, nous avons dîné ensemble le premier repas paisible depuis des années. Des œufs, du pain grillé, du lait chaud. Les mêmes choses que grand-mère préparait quand tout s'effondrait. Nous avons peu parlé. Le silence n'était plus lourd. Il convenait. Au milieu du repas, Ethan leva les yeux de son assiette. « Grand-mère, dit-il calmement, tu ne m'as pas abandonné. » Je le sais maintenant. Elle ne répondit pas, hocha simplement la tête, sa main près de la sienne sur la table. Ethan ne la retira pas. C'était leur façon de dire « je t'aime ». Pas de grands mots, pas de drame. Juste la présence et la paix. Je ne sais toujours pas si ma mère mérite le pardon. Mais je sais ceci, ma grand-mère a choisi de rester. Et mon frère s'est battu pour que le monde reconnaisse ce choix. Parce que parfois, l'amour, ce n'est pas dire les bons mots. C'est rester quand tous les autres partent. Et toi, si c'était toi, pardonnerais-tu ma mère? Qu'est-ce qui compte le plus selon toi, le sang, ou ceux qui restent vraiment?